Laisse-moi te dire un truc super important que beaucoup ne te révéleront pas quand tu cherches ta prochaine bagnole. Toutes les voitures tombent en panne, absolument toutes. Et ouais, je sais bien qu'une voiture neuve va lâcher beaucoup moins qu'une occasion avec 200 000 bornes au compteur. Mais je te jure qu'il y a des bagnoles, neuves ou pas si neuves, qui sont littéralement conçues pour te faire chialer, t'arracher les cheveux de frustration et vider ton compte en banque chez le garagiste. Parce que tu vois, il y a des véhicules qui sortent d'usine avec des défauts de conception si graves, des matériaux si cheap et une ingénierie si foireuse que peu importe à quel point tu les bichonnes ou combien d'argent tu y mets, ils seront toujours une source incessante de galères et de migraines. Aujourd'hui, on va en parler sans filtre sur les 5 véhicules à éviter à tout prix si tu veux pas transformer ta vie en enfer automobile. Ce sont les voitures faites pour durer 3 fois rien et qui te feront regretter amèrement ton choix d'achat. Mais avant de plonger dans cette liste dévastatrice, si t'aimes le contenu honnête sur les autos où on te balance la vérité peu importe la marque, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour pas rater d'autres analyses comme celle-ci qui peuvent te faire économiser des milliers d'euros en mauvais investissement. Allez, prépare-toi parce que ça va piquer. Numéro 5. La Chevrolet Trailblazer de 2001 à 2008. La Trailblazer, mec, ouais, je sais, si tu me connais, ça va sûrement te faire marrer parce que moi, personnellement, j'ai une Trailblazer de 2007 que j'appelle affectueusement la Toxique. Et pourquoi tu crois que je l'appelle la Toxique, mon gros ? Sérieux, ce SUV donne plus d'emmerde que quand ta femme a appris que ta copine était enceinte, mec. Le truc bizarre et contradictoire, c'est que globalement, les moteurs sont pas si nuls que ça. L'Atlas 4200, qui est le 6 cylindres en ligne, c'est un moteur hyper efficace qui, si tu l'entretiens religieusement, tend à tourner nickel. Et ouais, il a ses petits soucis comme tous les moteurs, surtout quand tu te lances dans des réparations majeures, tu te retrouves avec de gros problèmes sur les chaînes de distribution. Mais dans l'ensemble, ils assurent bien et supportent les kilométrages. Et le V8, c'est pareil, il est basé sur le LS, qu'on sait tous qu'il marche du tonnerre. À partir de 2007, ils ont les problèmes d'AFM et de DOD qui, même s'ils sont chiants, et tu peux faire un delete et tu te retrouves avec un moteur super fiable qui peut facilement atteindre les 300 000 miles. Et enfin, les boîtes de vitesse, elles sont normales, elles fonctionnent dans la moyenne. Si tu les utilises normalement, sans les maltraiter, comme si tu étais en course d'accélération, elles tiennent sans souci. Alors, c'est quoi le vrai problème de la Trailblazer ? Le mauvais côté de ce SUV, c'est littéralement tout le reste, mec. Les intérieurs sont de qualité hyper basse. Sérieux, ils sont cheap comme des jouets en plastique. Ils se déglinguent super vite. Les petits boutons s'effacent en moins de 2 ans. Les sièges se cassent et s'affaissent. Le revêtement du plafond se décolle. La clim déconne sur des pièces internes. Et la seule façon de la réparer correctement, c'est de démonter tout le tableau de bord et de claquer un paquet de fric en main-d'œuvre spécialisée. On parle de 8 à 10 heures de boulot juste pour accéder au système de clim. En plus, c'est bien connu sur tous les forums de proprio que le capteur de niveau d'essence a des problèmes constants. Et ce que tu dois faire, c'est virer complètement le réservoir d'essence et changer le capteur entier. Parce que tu peux pas changer juste une partie. Et en plus de ça, si tu tombes sur un 4x4 comme dans mon cas perso, trouver des pièces pour le différentiel avant va être quasi impossible. C'est un peu comme si tu voulais choper des pièces pour une Volvo ou une Saab des débuts des années 2000. Elles existent tout simplement pas ou coûtent plus que la valeur de la bagnole. Et en général, si c'est ta voiture du quotidien et que tu as des standards normaux de fiabilité et de confort, je te la recommande pas du tout. Attention, le truc ici c'était un standard perso, parce qu'avec tout ce que je t'ai dit, le SUV va probablement continuer à rouler et tu pourras l'emmener partout. C'est pour ça que tu vois encore des Trailblazers qui se battent dans la rue alors que t'en vois plus d'autres SUV des mêmes années. Mais ouais, c'est pas un bon produit Chevrolet en termes de durabilité et de qualité globale. C'est fonctionnel mais emmerdant. Numéro 4, le Dodge Caliber de 2007 à 2013. Les Caliber ont plusieurs problèmes sérieux qui en font de vrais cauchemars, mais commençons par le premier et le moins important d'un point de vue mécanique, qui est purement esthétique. Ils sont moches à crever, mec. Je sais pas comment quelqu'un a pu aller volontairement chez un concessionnaire Dodge pour dire qu'il voulait acheter une merde pareille. On dirait qu'ils ont été conçus par quelqu'un qui avait jamais vu une voiture avant. Même le SRT, qui est censé être la version sportive et cool, échappe pas à être moche. Ils sont moches comme pas deux. On dirait qu'ils ont été dessinés un après-midi pluvieux quand tous les designers étaient de mauvaise humeur et voulaient rentrer
tôt chez eux. Les proportions sont bizarres, l'arrière a l'air écrasé, l'avant semble surpris. Mais bon, c'est subjectif et une question de goût personnel, c'est pour ça que je l'ai mis comme le sujet le moins important de tous. Ce qui est objectivement important et mesurable, c'est qu'à l'époque Mopar, la division pièces et performances de Chrysler, et accolé au Caliber les fameuses boîtes CVT de Jatco qui lâchent un max. Pas autant que les CVT de Nissan qui sont le cauchemar absolu du monde auto, mais sérieux, les CVT de Mopar sont super chiantes et problématiques dès le début. Elles commencent à patiner autour des 80 000 km, à faire des bruits bizarres comme une chaîne qui traîne, à vibrer comme des folles en accélérant. Et quand elles lâchent complètement, la réparation coûte entre 3 et 4 000 $, presque autant que la valeur de la bagnole entière. Et ça en fait un véhicule hyper peu fiable pour l'usage quotidien ou les longs trajets. En plus de ça, on dirait qu'ils ont investi que dalle dans les matériaux intérieurs. Tout était bourré de plastique dur et cheap qui se rayait rien qu'en le regardant. Et en plus d'être hyper plastique, et c'était hyper cheap au toucher, comme un jouet chinois bas de gamme. Les boutons paraissaient vides, les panneaux grinçaient, le volant s'écaillait. Et globalement, Mopar pensait pas à faire des voitures pour durer des décennies ou même des années. Les supports de boîte et de moteur s'usent littéralement tout le temps, tous les 30 ou 40 000 km, tu les changes et tu claques 200 $ à chaque fois. Les suspensions sont super chiantes à bosser parce qu'ils ont utilisé des designs compliqués pour rien, alors qu'ils pouvaient opter pour un truc simple et efficace. Et pareil pour les pièces de suspension, elles durent super peu, peut-être la moitié de ce qu'elles tiendraient sur une Honda Civic ou Toyota Corolla. Équivalente, les amortisseurs partent aux 60 000 km, les rotules de direction aux 70 000. Et le pire de tout, c'est qu'elles se dévalorisent à mort, elles perdent de leur valeur comme une pierre qui tombe d'une falaise dans l'eau. Un Caliber qui coûtait 20 000 $ neuf vaut 5 000 en 3 ans si t'as de la chance. En fait, si tu fais gaffe, quand tu roules en ville, tu vois plus beaucoup de Caliber sur les routes. Et tu sais pourquoi? Parce que le plus probable, c'est qu'ils reposent tous en paix au cimetière de bagnoles le plus proche, à la casse en attendant d'être compactés et transformés en tôle recyclée. Le seul qui s'en sort un peu, ici, c'est le SRT qui arrivait avec un 4 cylindres turbo de 280 chevaux et une boîte manuelle 6 vitesses. Que si tu la pilotes bien et que tu sais conduire en manuel correctement, et tu peux en faire un bon sleeper, une bagnole rapide, déguisée en moche qui surprend les gens au feu rouge, mais globalement ce sont des voitures que je te recommanderais pas du tout comme transport fiable quotidien ou pour quelqu'un qui veut pas vivre au garage. Numéro 3, la Chrysler Pacifica. La Chrysler Pacifica a chopé une note de 18 sur 100 en fiabilité. Et habituez-vous à ces notes basses parce que ça va empirer au fur et à mesure de la liste. La Chrysler Pacifica, c'est un grand minivan spacieux qui a pratiquement remplacé la Chrysler Town & Country. Ça me fait penser que ces types chez Chrysler ont cru que juste en changeant le nom, on allait oublier à quel point les Town & Country étaient chiantes. Et bon, sérieusement maintenant, le van est super beau visuellement. Les intérieurs ont l'air top et moderne et high-tech. À l'extérieur aussi, c'est bien conçu avec des lignes agressives. Il apporte des propositions super intéressantes et innovantes. Par exemple, c'est le seul minivan où dans le modèle hybride, tu peux le brancher direct sur la prise murale de ta maison pour recharger les batteries, comme si c'était une Tesla. Il a l'un des intérieurs les plus luxueux de sa classe avec des sièges en vrai cuir Nappa. Un centre de divertissement personnalisable avec des écrans pour les passagers arrière, un tas de systèmes de sécurité comme le freinage d'urgence automatique pour éviter les collisions avec des piétons ou d'autres voitures. Mec, il a même une putain d'aspirateur intégré à l'intérieur. Et moi qui suis papa, je te jure que je l'apprécie grave parce que les gosses laissent un bordel monstre avec leurs biscuits. Et juste renversé, et Dieu sait quoi d'autre. Tout ça sonne super bien sur le papier et dans le showroom du concessionnaire. Mais c'est super chiant dans la vraie vie, surtout sur des sujets critiques comme moteur, boîte, système de traction et frein. Et la version hybride est encore plus chiante parce qu'elle ajoute de la complexité avec des batteries et moteurs électriques en plus, qui déconnent aussi. Les problèmes les plus courants incluent des pannes dans le système d'infodivertissement qui frise ou redémarre tout seul. Des problèmes électriques où les portes coulissantes automatiques arrêtent de fonctionner ou s'ouvrent seules sur l'autoroute. Des fuites d'huile prématurées. Des soucis avec les capteurs de stationnement. Ce van a fini 4e sur 6 dans son segment en termes de fiabilité. Et je te dis, il est super beau et tout. Il a des fonctionnalités innovantes. Mais la fiabilité compte plus que les fonctionnalités quand tu vas utiliser un truc tous les jours pour transporter ta famille. Numéro 2, la Ford Explorer 2022. Encore un Ford dans la liste, quelle surprise. La Ford Explorer avec une note dévastatrice de 8 sur 100 en fiabilité. Je parie que même le cancre de la classe au primaire chopait pas 8 sur 100.
c'est une note ridiculement basse. L'Explorer 2022, c'est un SUV moyen qui franchement est beau de l'extérieur, moi j'aime bien esthétiquement. Il a 3 rangées de sièges confortables. Il prend 7 passagers sans problème. Il embarque le fameux système Ford Sync 3 qui se connecte à ton portable comme n'importe quel système moderne. Il a un système intelligent de 4x4 avec différents modes de conduite. La capacité de remorquage est bien décente pour sa catégorie. Il peut tirer jusqu'à 2500 kg. Et il y a plusieurs versions super intéressantes, surtout aux États-Unis. Il y a une version off-road appelée Timberline pour les aventuriers. Il y a une version ST qui est plus sportive route avec moteur turbo. Et il y a une version King Ranch qui est tout le luxe imaginable avec intérieur en cuir premium. Et même si avec tout ça la proposition sonne super intéressante sur le papier, il a un tas de problèmes documentés. Des pannes graves sur la boîte auto 10 vitesses qui patine et secoue. Des pannes sur les systèmes électriques où les lumières s'éteignent toutes seules. L'électronique intérieure déconne, les écrans frisants. Le système de divertissement lâche constamment. Les systèmes d'assistance à la conduite plantent comme le régulateur de vitesse adaptatif. Il a des bruits excessifs et chiants qui viennent de la suspension. Et en plus de tout ça, il a des infiltrations d'eau. Ouais, t'as bien lu des fuites comme dans une vieille baraque, l'eau rentre par les portes et le toit panoramique quand il pleut fort. Cet Explorer a clairement été un cauchemar dans son segment, il a fini 13e sur 14 SUV moyens. C'est-à-dire que seulement un SUV était pire que lui. Et vu qu'il coûte plus de 50 000 $ en version équipée, c'est inacceptable d'avoir autant de problèmes de qualité et de fiabilité. Numéro 1, et on arrive au champion absolu des bagnoles à éviter à tout prix. Celle que tout le monde attend dans cette liste et que tout le monde sait qu'elle doit être là en première place. La Dodge Journey, spécifiquement avec moteur V6. Je précise le V6 parce que vraiment la 4 cylindres a la plupart des problèmes listés ici, sauf ceux spécifiques au moteur V6. Ce qui est vrai, c'est que la 4 cylindres avait vraiment pas assez de puissance pour bouger cette taille de SUV. À peine 173 chevaux pour presque 2 tonnes de poids mort. C'était comme demander à un cheval de tirer un camion de déménagement. Et franchement, pour moi, la Journey semble un produit conceptuellement attractif de Dodge sur le papier, parce que c'était comme faire un minivan un peu plus viril et moins maman pour ceux qui veulent pas admettre qu'ils ont besoin d'un minivan. Donc ça avait du sens commercial. Genre, si c'est ta seule voiture familiale, tu te sens pas gêné de rouler en minivan, mon pote. Je dis. Et moi qui suis un mec avec une masculinité fragile, j'apprécie ces petites choses. Même la RT me paraissait super belle avec ses jantes sportives de 18 pouces et sa calandre agressive Style Charger. Mais ce SUV a pas juste quelques trucs nuls. Il en a des tonnes, mec. Il déconnait jusqu'à l'air dans les pneus, putain. Merde, ok, exagère pas autant, calme-toi. Mais maintenant, sérieusement, c'est quoi qui cloche avec la Journey? Je vais devoir lire du script parce que sérieux, il y a tellement de trucs que je peux pas les apprendre par cœur, même si je voulais. Donc voilà la liste complète de l'horreur. D'abord, il a de sérieux problèmes avec le train de soupape du moteur VC 3,5. Les culbuteurs détruisent prématurément les paliers de support ou roulement, et ce qui fait que potentiellement ton arbre à cames entier se fait détruire en chaîne. Donc si t'as de la chance et que tu l'entends faire des bruits bizarres genre tic tic tic, tu changes le culbuteur vite avant qu'il soit trop tard. Ou si tu le fais pas à temps et que tu fais pas gaffe, tu vas devoir changer tous les culbuteurs, tous les poussoirs hydrauliques et tous les lits, et tout l'arbre à cams du moteur, genre pratiquement tout le train de soupape supérieur du moteur. On parle de 3 ou 4 000 $ de réparation minimum. Problème grave suivant, la pompe de direction assistée lâche constamment autour des 100 000 km. Et pareil, si tu la changes pas vite quand elle commence à geindre, ça va faire que toute la crémaillère de direction lâche aussi par manque de lubrification. Et une crémaillère complète coûte le double d'une simple pompe. Problème courant suivant, la pompe à eau, c'est courant qu'elle commence à fuir autour des 80 000 km. Et si tu t'en rends pas compte à temps, parce que tu vérifies pas le niveau d'antigel et que tu la répares pas tout de suite, tu vas flinguer tout le moteur par surchauffe sévère, mon gros. Un moteur neuf ou reconditionné coûte entre 5 et 7 000 $ selon si c'est 4 ou 6 cylindres. Problème documenté suivant, les roulements avant s'usent prématurément, beaucoup plus vite que sur d'autres véhicules similaires de la concurrence. Et ça te force à les changer tous les 60 ou 80 000 km, alors que sur d'autres bagnoles comme Honda ou Toyota, ils tiennent facilement le double ou le triple. Les disques de frein se voilent-ils facilement à cause du poids excessif du véhicule et du design foireux du système, ce qui va te donner des vibrations chiantes et même dangereuses au freinage. Tu peux les rectifier plusieurs fois autour du garage, mais il y aura un moment inévitable où tu vas devoir les changer beaucoup plus vite que sur d'autres produits concurrents.
Problème grave documenté suivant, il a de sérieux problèmes électroniques avec le système d'infodivertissement qui freeze ou s'éteint tout seul pendant que tu roules. La clé intelligente arrête de détecter la puce de sécurité et tu peux pas démarrer la bagnole même si la batterie est bonne. Aussi la boîte à fusible principale et le relais de pompe à essence lâchent avec une fréquence alarmante. Truc que ce dernier arrive sur presque tous les Dodge de ces années 2007 à 2017. C'est un problème endémique de toute la marque Chrysler. Et comme la cerise sur le gâteau qui couronne toute cette liste interminable d'horreurs, le noyau de chauffage déconne régulièrement tous les 2 ou 3 hivers. Donc probablement tous les ans, quand arrive l'hiver froid, tu vas découvrir que ton chauffage sert à rien et tu vas devoir changer tout le noyau du chauffage. Et pour y accéder, tu dois démonter la moitié du tableau de bord intérieur, ce qui veut dire des heures et des heures de main-d'œuvre coûteuse. La question avec la journée, c'est pas que ce qui déconne sur ces CSUV, mais plutôt qu'est-ce qui marche bien sur ces merdes. Mec, parce que sérieux, c'est plus facile de faire une liste de ce qui marche que de ce qui marche pas. C'est un désastre total d'ingénierie et de contrôle qualité qui aurait jamais dû sortir d'usine. Et le pire de tout, c'est que Dodge a continué à les vendre année après année sans réparer aucun de ces problèmes connus. Ils ont juste continué à produire et vendre de la poubelle sur roue à des familles qui faisaient de confiance à la marque. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui avec cette liste dévastatrice ? Que toutes les bagnoles sont pas créées égales, définitivement pas. Que certaines marques ont des problèmes systémiques de qualité qui se répètent modèle après modèle, année après année sans conséquence. Et que parfois payer moins pour un véhicule finit par te coûter beaucoup plus à long terme en réparation constante, frustration quotidienne et temps perdu au garage. Ces 5 véhicules représentent certaines des pires décisions d'achat que tu puisses faire si tu cherches fiabilité, durabilité et tranquillité d'esprit. Peu importe à quel point ils sont beaux en showroom, combien de fonctionnalités high-tech ils ont ou quel bon prix ils ont sur le marché d'occasion quand tu les vois sur Facebook Marketplace. S'ils sont pas fiables mécaniquement, ils valent simplement pas le coup, même gratuit. Donc si tu envisages d'acheter un de ces 5 véhicules, parce que t'en as vu un pas cher, s'il te plaît, réfléchis sérieusement. Il y a littéralement des dizaines d'options meilleures dans chaque catégorie auto. Des SUV plus fiables comme la Honda Pilot ou Toyota Highlander, des minivans plus durables comme la Honda Odyssey ou Toyota Sienna, des compacts qui se désintègrent pas comme la Honda Civic ou Toyota Corolla. Enquête en profondeur avant d'acheter n'importe quel véhicule d'occasion. Lis les avis de proprios réels sur des forums spécialisés et consulte les rapports de fiabilité de Consumer Reports et J.D. Power qui font des études sérieuses. Et surtout, utilise le bon sens que Dieu t'a donné. Si un truc semble trop beau pour être vrai, probablement qu'il l'est et il y a une raison cachée. Maintenant, je veux te parler directement. T'as eu une expérience perso avec un de ces 5 véhicules dans la liste ? T'as eu les mêmes problèmes que j'ai mentionnés ? Ou ça s'est passé mieux que prévu ? Laisse-le en commentaire parce que j'adore lire les expériences réelles des gens qui vivent avec ces bagnoles au quotidien. Et si cette vidéo t'a aidé à éviter un mauvais achat qui t'aurait coûté des milliers de dollars ou t'a fait reconsidérer un véhicule que tu matais sur Craigslist, et like et t'abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu honnête sur les autos où on te dit la vérité sans filtre, peu importe la marque ou qui ça offense. Dites-moi aussi avec quelle marque vous voulez que je continue dans la prochaine vidéo. Il y a pas mal de monde qui veut qu'on s'attaque aux premium allemands comme Audi et BMW, et crois-moi, il y a beaucoup de matière là aussi avec leurs problèmes électriques et leurs pièces super chères. Ou vous voulez qu'on parle des Nissan avec leur boîte CVT de l'enfer qui lâchent aux 100 000 km. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous toujours, enquêtez bien avant d'acheter et laissez pas seulement le prix ou l'apparence vous emporter. On se voit bientôt.